Cap sur l'édition de ce mercredi. Merci à tous de nous rejoindre. Voici pour le sommaire de ce journal. Le rouleau compresseur semble fatalement déployé contre les proches de l'ex-régime Compaoré au Burkina Faso. Ce mardi, alors qu'une cérémonie de désarmement du RSP avait lieu à Ouagadougou, plusieurs personnalités politiques ainsi que le chef des putschistes, le général Diendéré, étaient inculpés. Le scrutin de dimanche prochain en Guinée-Conakry va-t-il se dérouler dans des conditions pacifiques? Difficile de le dire au vu des plaintes récurrentes de l'opposition contre la CENI. À 4 jours du vote, les candidats dénoncent de graves anomalies dans la composition du fichier électoral. Et en Allemagne, la question de l'accueil des réfugiés commence sérieusement à diviser les populations. Les récents sondages montrent une réticence de plus en plus tangible des citoyens contre la politique d'ouverture du gouvernement Merkel. Des milliers de Burkinabés ont assisté ce mardi à la cérémonie officielle marquant le désarmement du régiment de sécurité présidentielle, 3 semaines après le coup de force manqué de l'ancienne garde prétorienne du président Compaoré. L'arsenal de cette unité d'élite a été présenté au grand public alors que le chef du gouvernement de transition, Isaac Zida, promettait que tous les auteurs et commanditaires du putsch seraient jugés. Désarmement du RSP, pour moi, est l'avènement de la paix au Faso et la liberté et l'épanouissement de tous les citoyens burkinabés. Voilà, nous sommes fiers vraiment du désarmement du RSP. Voilà, nous sommes présents ici, nous sommes en train de voir les armes que le RSP possédait depuis longtemps et ce qui faisait aussi leur puissance. Le coup d'État du 16 septembre 2015 n'était donc que le couronnement d'un plan savamment préparé par le général Gilbert Diendéré et dont l'objectif n'était autre que de mettre fin à la transition et d'installer un régime de terreur. Ceux qui ont planifié et exécuté ce coup d'État répondront de leurs actes devant la justice. Des propos qui sont visiblement très loin de rester en l'air. Toujours la journée d'hier, plusieurs cadres du CDP, l'ex-parti présidentiel, ont été inculpés, ainsi que le général Diendéré. D'autres personnalités politiques ont également été placées en garde à vue. En Guinée-Conakry, la tension reste vive à quelques jours de la présidentielle de dimanche. L'opposition dénonce un manque de transparence dans la préparation du scrutin par la commission électorale. Selon les partis en course pour le palais présidentiel, de sérieuses anomalies persistent notamment en ce qui concerne le fichier électoral, d'où les craintes d'une éventuelle incidence sur les résultats. Direction la Cisjordanie où des affrontements ont éclaté hier entre jeunes Palestiniens et forces de l'ordre israéliennes. C'est à Bethléem que les incidents les plus graves ont été signalés avec des heurts d'une extrême violence qui ont eu lieu pendant les funérailles d'un jeune Palestinien tué la veille. La Cisjordanie a de nouveau été le théâtre d'affrontements ce mardi entre jeunes Palestiniens et soldats israéliens. La tension était particulièrement palpable à Bethléem où ont eu lieu les funérailles d'un adolescent atteint mortellement la veille par un tir israélien. Face à ce regain de violence, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a décrété un renforcement des mesures sécuritaires, notamment à Jérusalem aux abords de l'esplanade des mosquées, qui cristallise toutes les tensions. Nous avons déployé des forces de sécurité supplémentaires. Elles ont reçu comme instruction d'agir en cas de danger. Nous sommes les garants des sites sacrés de l'islam. C'est grâce à nous que les sites sacrés de l'islam, de la chrétienté et du judaïsme ne ressemblent pas à ceux de Palmyre. À Ramallah, les membres du comité exécutif palestinien ont prié pour les victimes des récents affrontements. Mahmoud Abbas condamne l'attitude d'Israël en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Israël doit mettre un terme à son agression et rechercher la paix, car nous voulons trouver une solution politique avec des méthodes pacifiques et non pas d'autres méthodes. Le gouvernement israélien a promis une lutte sans limite contre les activistes palestiniens, en particulier contre les auteurs d'attentats. Il a fait démolir mardi 2 maisons à Jérusalem-Est.
L'intervention russe en Syrie qui tente à déborder dans la région avec le risque d'une crise diplomatique entre Ankara et Moscou. De nouveaux incidents ont eu lieu dans l'espace aérien turc lundi, alors qu'à Moscou, le ministère de la Défense se disait prêt à engager des discussions avec Ankara pour éviter tout malentendu. La tension monte entre Moscou et Ankara au lendemain de nouveaux incidents aériens à la frontière syrienne. La Turquie affirme que certains de ses avions de chasse ont été victimes lundi de harcèlement de la part d'un MiG-29 non identifié, mais aussi d'une batterie de missiles sol-air installée en Syrie. Ce week-end, un chasseur russe est entré dans l'espace aérien turc, un accident lié à la météo selon le Kremlin. Nous serions heureux de recevoir à Moscou les représentants du ministère turc de la Défense avec qui nous aurions pu discuter de tous les aspects techniques pour éviter au moins tous les malentendus qui surgissent alors que nos troupes accomplissent les missions exigées par leur commandant en chef en Syrie, assure Anatoly Antonov, vice-ministre de la Défense russe. Le Kremlin assure avoir frappé 12 positions liées au groupe État islamique autour de la ville de Deir ez-Zor, mais aussi dans les provinces d'Idleb, Latakia et Damas. La Russie intervient en Syrie depuis le 30 septembre et affirme cibler tous les terroristes. L'Occident la soupçonne d'aider Bachar al-Assad à réprimer tous ses opposants, qu'ils soient islamistes ou non. Dans le même temps, l'Observatoire syrien des droits de l'homme faisait état d'offensives d'envergure lancées par les troupes du régime syrien au sol, sans donner de précision exacte sur la nature des forces engagées. L'ONG estime que tous les groupes armés proches de Damas, parmi lesquels les troupes iraniennes et celles du Hezbollah, sont impliqués dans ces opérations militaires. Quelques jours après le bombardement à Kunduz d'un hôpital de Médecins sans frontières, le commandement militaire américain en Afghanistan est sorti de son silence. Selon le général John Campbell, le chef de la mission de l'OTAN en Afghanistan, les frappes sur le bâtiment relèvent d'une erreur involontaire. On l'écoute. La décision de lancer des frappes aériennes était une décision américaine prise au sein de la chaîne de commandement américain. Un hôpital a été frappé par erreur. Nous ne frapperions jamais intentionnellement une installation médicale protégée. Je vous assure que l'enquête sera complète, objective et transparente. On ne peut pas tolérer cet acte, rétorque la présidente de l'ONG. Peu après l'intervention du général Campbell, la présidente de l'ONG Médecins sans frontières, Joanne Liu, n'a pas tardé à réagir. Elle parle même d'attaque contre les termes prescrits dans la Convention de Genève sur le droit humanitaire en cas de conflit armé. Cela n'a pas été une attaque juste contre notre hôpital. Cela a été une attaque contre les conventions de Genève. On ne peut pas le tolérer. Aujourd'hui, nous disons « ça suffit ». Même la guerre a ses règles. On ne lésine sur aucun détail en Corée du Nord en prélude à l'organisation des 70 ans de la création du Parti des travailleurs de Corée. Les préparatifs s'accélèrent pour le régime. La fête doit être un succès éclatant. La grand-messe est prévue pour ce samedi 10 octobre. Reportage. Tout doit être réglé au centimètre près. Ce week-end, le régime communiste de Corée du Nord s'apprête à célébrer le 70e anniversaire de la création du Parti des travailleurs de Corée. Une gigantesque parade militaire est prévue sur la place Kim Il-sung samedi. Enfants, étudiants, ouvriers, toute une partie de la population civile est aussi mobilisée pour fêter l'événement. 당창원 이루는 것은 우리 인민의 모든 용예이며 공지입니다. 그래서 우리 모두는 당창원 이루는 것을 통하여 우리 인민의 불패 일심 단계를 더욱 같이 나갈 것입니다. Mi-septembre, le parti unique au pouvoir a évoqué le possible lancement d'un satellite par fusée à l'occasion de cet anniversaire, le 10 octobre. Que s'est-il réellement passé lundi au siège de Air France à Paris? 48 heures après ces incidents, l'enquête se poursuit pour situer les responsabilités dans ces violences qui ont court-circuité la tenue normale du comité central de l'entreprise. Plusieurs membres de la direction de la compagnie avaient été pris pour cible, soupçonnés de vouloir procéder à des licenciements massifs à l'horizon 2016. Le récit complet des événements.
9h30 hier matin, la foule des manifestants est encore calme. À l'intérieur du siège d'Air France, c'est le début du comité central d'entreprise. Premier acte, selon un des participants, certains syndicats font tout pour échauffer les esprits. Je vous confirme qu'il y a des responsables syndicaux qui sortaient de la salle alors que le président était en train d'annoncer qu'il n'y aurait pas de licenciement, qui sortaient, qui allaient voir la foule, les manifestants qui étaient bloqués à l'entrée et qui leur annonçaient que le président venait de dire qu'il y aurait 2900 licenciements secs. Deuxième acte, les manifestants entrent dans le bâtiment. Le CCE est alors immédiatement interrompu, selon un autre participant. Tout de suite après cette interruption du CCE, Frédéric Gaget, donc le PDG, est parti par une porte dérobée qui était derrière eux. Mais lorsque les manifestants pénètrent dans la salle, une partie de la direction est encore présente. Certains leaders syndicaux haranguent encore la foule, mais d'autres tentent rapidement de calmer le jeu. Ici par exemple, tout à gauche de l'image, l'homme avec son mégaphone hurle à la foule. Tout le monde recule. Un appel loin d'être écouté. Cet homme, par exemple, à droite de l'image, tente de s'approcher d'un dirigeant et lui porte un coup à la tête. Puis d'autres déchirent sa veste. Troisième acte, la porte de la salle s'ouvre. D'autres manifestants attendent. L'empoignade se poursuit donc à l'extérieur, avec notamment des jets d'objets. Là aussi, certains tentent de porter des coups, pendant que d'autres, comme celui-ci, s'interposent et escortent le DRH dans sa fuite. Cet homme, c'est un militant de la CGT. Nous l'avons retrouvé ce matin. C'est au moment où on sort de la foule et on l'emmène pour l'évacuer. On se rend compte qu'il y a des personnes qui ont perdu la raison et qui commencent à faire n'importe quoi. On s'est mangé des coups, j'ai de moellette tuméfiée. Pendant ce temps, à l'intérieur, des membres de la direction sont toujours là, avec des salariés. Aucun d'entre eux ne sait ce qui s'est passé à l'extérieur. Sur cette vidéo amateur, la discussion reste très vive. On n'est pas venu pour être violent, on n'est pas venu pour vous manquer de respect. On est venu pour avoir des gens qui puissent vous apporter des réponses. Bilan, 7 blessés en à peine une heure. À peine quelques semaines passées que la fièvre de l'hospitalité germanique est retombée face à l'afflux massif de réfugiés qui continuent à arriver chaque jour par milliers. L'opinion allemande semble de plus en plus divisée sur la question. Aujourd'hui, l'on estime à 59% le taux d'Allemands opposés à l'accueil de migrants, un chiffre qui contraste fortement avec l'enthousiasme des premières heures. Chaque jour, ils sont des milliers à arriver. Le flot des migrants s'est à peine tari. L'Allemagne est débordée, l'opinion bascule. Ils étaient 66% début septembre à approuver l'accueil des réfugiés bloqués en Hongrie. Ils sont aujourd'hui 59% à dire non. L'Allemagne se crispe, ils en sont le symbole. Les sympathisants du mouvement d'extrême droite Pegida manifestent à nouveau en nombre contre les réfugiés, contre l'islam, contre Angela Merkel. La politique de Mme Merkel sur cette question va contre les intérêts nationaux. Ça me dérange beaucoup. C'est presque de la trahison. Un discours très minoritaire, mais beaucoup d'Allemands réalisent aussi que les autorités sont débordées en voyant ce genre de scènes se multiplier. Devant un centre d'enregistrement à Berlin, des centaines de réfugiés se précipitent pour avoir une place. Malheur à ceux qui tombent, ils sont vite piétinés par les autres. Bilan, 5 blessés, et c'est un miracle. Ce jour-là, 1500 personnes sont venues pour déposer une demande d'asile. 300 seulement seront reçues dans la journée. J'ai attendu une semaine pour avoir un ticket. L'atmosphère est électrique, les bagarres fréquentes. Les bénévoles qui interviennent ici réclament plus de moyens, le plus vite possible. On voit bien que la situation est catastrophique, alors pourquoi ne pas activer un plan d'urgence ? Angela Merkel a-t-elle sous-estimé la situation ? Au sein même de son parti, les critiques fusent. Elle assume sa politique et ne manque pas de rappeler qu'elle peut aussi se montrer ferme. Et on part pour Sydney en Australie où 4 personnes ont été interpellées ce matin dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat vendredi d'un comptable par un jeune garçon de 15 ans. Selon la police, le tueur d'origine irakienne était en lien avec certaines personnes soupçonnées d'activités terroristes. Les précisions.
À Sydney, 4 personnes ont été interpellées dans une enquête antiterroriste après le meurtre vendredi d'un comptable qui travaillait pour la police. C'est un adolescent de 15 ans, Farhad Jabbar, né en Iran d'origine kurde et irakienne, qui a tiré sur la victime. L'adolescent a été abattu par la police. Certaines personnes arrêtées étaient connues des services de police. Notre enquête porte sur une affaire de terrorisme. Ce que nous supposons, ce que nous suspectons, c'est qu'il y avait une certaine influence idéologique, religieuse ou politique qui a motivé, déterminé et influencé cet horrible acte de violence commis par un jeune de 15 ans. Les enquêteurs ont demandé à la police turque de retrouver la sœur du meurtrier qui a quitté le pays à la veille du meurtre. Depuis un an, au moins 6 attaques terroristes ont été déjouées en Australie. Dans l'actualité religieuse, on part aux États-Unis où plusieurs évangéliques ont exprimé leur désaveu suite à la rencontre entre le candidat républicain Donald Trump et des responsables chrétiens évangéliques. Le candidat milliardaire a reçu ses interlocuteurs dans la fameuse Trump Tower à New York. Parmi ses leaders, Kenneth et Gloria Copeland, David Jeremiah, ainsi que Paula White, qui ont notamment répondu présents. Russell Moore, président de la Commission éthique et liberté religieuse de la Convention baptiste du Sud, n'a pas porté de gants pour tenser cette initiative qu'il assimile à un croisement logique entre partisans du faux évangile de la prospérité. C'est donc terminé pour l'édition de ce mercredi. Merci de nous avoir suivis. Vous serez demain en compagnie de Joël Trazier. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.